Tout d'abord, je dis bonjour à tout le monde et puis je souhaite la bienvenue à tous à cette présentation qui porte sur une prestation de services électroniques que nous avons réalisée à la SHQ et qui portait sur l'aide financière aux locataires pour le paiement de leur loyer. C'était un programme gouvernemental qui a été initié pour soutenir temporairement les locataires n'ayant pas suffisamment de liquidité pour payer en totalité ou en partie leur loyer de mai ou de juin 2020. Vous vous souvenez qu'à l'époque, il y avait beaucoup de monde qui ont perdu leur emploi en lien avec la pandémie de la COVID-19. Donc, c'était dans ce cadre-là que le gouvernement a pensé à initier plusieurs programmes, dont notamment celui d'aider les locataires à payer leur loyer pour au moins 2 mois. C'est dans ce cadre-là que nous avons remporté le prix GAL à la SHQ, et je peux vous dire d'ores et déjà que ce prix récompense la réussite du travail de toute une équipe. Ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, mais toute une équipe, parce qu'il y a des personnes en back-office qui ont travaillé aussi là-dessus. Avant de donner la parole à mes 2 collègues, Osman et Michel, pour dérouler la présentation proprement dite, un petit mot sur la mission de la SHQ. Je pense que ça a été porté déjà quelque part sur le site, mais disons que ça consiste à répondre aux besoins en habitation par une approche intégrée et durable. Je veux dire par là que la société soutient les citoyens du Québec à revenus modestes ou faibles ou ayant des besoins particuliers en habitation. Finalement, c'est ça. Donc, on s'occupe de la construction, de logements, par exemple les HLM, de la rénovation de ces logements et de l'adaptation résidentielle notamment. Enfin, je tiens donc à féliciter l'association de ZIBA pour nous avoir permis de candidater pour ce prestigieux prix. J'incite aussi beaucoup les personnes qui écoutent en ce moment à candidater aussi, à déposer leur candidature pour le prix Graal 2022. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Toumi. On rentre dans le vif du sujet. Je vous présente l'effet saillant du projet. Je vous présente le programme qui s'appelle Prestation électronique service de l'aide aux locataires pour le paiement de leur loyer. Dans un premier temps, vous allez voir les activités d'analyse qu'on a réalisées. Dans un second temps, je vous présente les techniques utilisées. Et dans le troisième lieu, le bilan du projet que mon collègue Michel vous présentera. Et enfin, aussi, Michel finira cette présentation avec un sommaire des résultats et du processus, son déroulement, comment, par sa complexité, on l'a simplifié, on l'a rendu convivial et accessible, facile d'utilisation. Il va vous expliquer la mécanique qu'on avait adoptée. On rentre pour les activités d'analyse d'affaires. Comme M. Toumi l'a précisé, c'est une société qui dessert directement les citoyens, mais comme notre modèle d'affaires, il tend plus à travailler avec les prestataires, les mandataires et les partenaires. Comme par exemple, plusieurs programmes, ils ne sont pas délivrés directement par la SHQ. Généralement, comme les HLM, c'est les offices d'habitation municipale c'est des mandataires chez nous. Par exemple, un prestataire de service, on peut citer Revenu Québec qui administre un programme allocation au logement, PAL. C'est que notre modèle, il passe toujours par les intermédiaires. Lorsqu'on a fait les licitations des besoins, on a essayé d'identifier les parties prenantes et tout, on avait remarqué qu'on n'avait pas un modèle qui desservait directement un citoyen à partir de la SHQ. C'est qu'on a préparé les activités avec plusieurs parties prenantes, la DAGE, la direction des programmes, plus la direction financement spécialisé qui ne fait pas partie des programmes, mais plus une fonction administrative chez nous, où Michel Turcotte appartient. Les premiers temps, on a travaillé sur les scénarios
on a vu, par exemple, l'ampleur, le nombre de demandes qu'on peut recevoir. Ça a été estimé à 150 000 $. Il faut vous mettre dans le contexte. À l'époque, on n'avait pas l'idée, les gens, comment. On avait des préoccupations des propriétaires et ils recevaient pas les loyers des logements. La CPU n'a pas été encore émise. Et on sait que la fin juin, c'est la fin des baux. Les gens pouvaient se retrouver dans la rue, c'est qu'il fallait déployer notre mesure avant le 1er juillet. C'est là où il y a beaucoup de baux qui se renouvellent et tout. C'est qu'on avait ces objectifs de gestion, on a tenu compte, parce que c'est des contraintes surtout de délai. Il y a aussi des contraintes, comme je vous ai dit, notre modèle d'affaires, il ne dessert pas directement le citoyen. Dans le passé, on l'a fait, mais ces derniers temps, on ne le fait plus, c'est via les mandataires, les prestataires. Nous avons choisi une perspective d'intervention processus pour la phase de conception, l'avant-projet, la conception, et une approche plus agile pour la réalisation. La réalisation, on n'avait pas de capacité au MAMACH parce qu'on avait 2 mesures à déployer en urgence. On l'a confié au ministère des Affaires municipales pour la réalisation. Dès le départ, on a défini la portée pour être soutenu dans la réalisation, la portée TI, pour être soutenu par le ministère des Affaires municipales. C'est qu'on a vu tout le processus, on l'a découpé en plusieurs phases. La première phase, c'était la prestation de service. On l'a confié au ministère des Affaires municipales. Ça a été réalisé dans 6 semaines. C'est un temps record. Ils sont en mode DevOps avec Azure, des applications à la fine pointe de la technologie. Ce qu'on n'a pas chez nous à la SHQ, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Déjà, pour l'écriture des programmes, ça nécessite, vous savez comment ça fonctionne au gouvernement, les normes, les modalités financières, c'est une bureaucratie mécaniste, ça prend beaucoup de validation de la haute gestion et tout. Et des va-et-vient avec le conseil de trésor pour la rédaction des normes. Après, dans la priorisation des exigences, on avait vu toutes les exigences qu'il y avait. Il y avait ce qu'on avait fait dans la phase 1, c'était ce qui est important et urgent, et le reste, on l'a laissé pour des phases qu'on pouvait réaliser plus tard, comme certaines activités comptables. Les premiers temps, on a cherché aussi les partenaires. On a fait beaucoup d'étalonnage. On a défini les critères d'entrée de jeu, les critères d'acceptation de la solution d'affaires pour voir monter un dossier à la haute autorité pour voir est-ce qu'on le déploie, on peut y aller de l'avant ou non. Parce que tout était un peu flou. On ne savait pas est-ce que le programme il allait s'échelonner sur une période courte où on laisse la porte pour le renouveler. C'était ça qu'on faisait des scénarios. Sinon, la définition des besoins avec les différentes parties prenantes, ça a été fait avec des outils qu'on n'avait pas encore, les outils de communication. On utilisait Google Meet, on utilisait ce qu'on avait à l'époque, on n'avait pas déployé des outils de collaboration comme Teams ou Zoom à l'époque. C'est qu'on a mis, pour l'analyse de la stratégie, on a mis en place des processus de traitement de demande pour le paiement des loyers accélérés. On a adopté un scénario, un fast track, c'est qu'une post-validation. On avait soumis pré-validation, post-validation. Pour accélérer la prestation, on l'a mis post-validation. On a fait l'évaluation des risques avec un architecte de sécurité, la PRP aussi, le secrétariat. Il s'est impliqué parce qu'on demande beaucoup de renseignements privés, comme le NAS par exemple. On n'avait pas le choix de le faire pour voir est-ce qu'on aide vraiment la bonne personne. Puis, on a participé pour la diffusion de l'information, aussi au niveau des communications, au niveau même avec lorsqu'on a fait la conceptualisation des formulaires. On a ramené un échantillon de personnes pour aussi tester, pour ajuster l'information. On a mis en place une section questions-réponses. La direction financement spécialisée
de Michel Turcotte a bien complété, puis a diffusé au niveau interne, surtout à la première ligne. Puis, on a communiqué les directives aux citoyens avec l'aide des communications. C'est ça les activités qu'on avait fait. Et les exigences et les définitions de conception, on avait des préoccupations d'aligner la solution sur les objectifs stratégiques du plan de transformation numérique. On a fait à cet effet une matrice RACI où on a découpé les rôles, qu'est-ce qu'on devait faire à la phase avant-projet, à la conception et à la réalisation. Ça, on a ajusté les structures de gouvernance dans les différents types d'exigences pour atteindre les objectifs escomptés. On a fait l'intégration de la sécurité en amont, ce que généralement on ne fait pas. On laisse juste lorsqu'on réalise qu'on l'intègre, alors que l'architecte sécurité, il était dès le départ avec nous. Il faisait aussi le travail de la PRP, c'est qu'on avait rapidement des décisions. Les techniques utilisées, on a fait beaucoup d'ateliers de remue-ménage. On ne savait pas qu'on pouvait demander à l'utilisateur, aux citoyens. Est-ce que le NAS, on pouvait le demander, les pièces d'identité, est-ce que le bail, parce que les baux dans le temps ont évolué. Les anciens baux, ce n'est pas les mêmes que ceux qui sont vendus actuellement, qu'on trouve dans les dépanneurs et tout. Des fois, il n'y avait même pas de date de fin. On n'avait pas un numéro. On pensait qu'il y avait un numéro séquentiel qu'on pouvait identifier que c'était un vrai bail, mais ce n'était pas facile. On a contacté la régie du logement et ils nous ont expliqué. À l'époque, c'était la régie du logement, maintenant c'est le tribunal du logement. Ils nous ont aidés sur ces aspects. On a fait aussi plusieurs modélisations de processus d'affaires opérationnels et de soutien administratif. Dans le cas d'utilisation de scénarios, chaque fois on les fait valider par les hautes autorités avec un argumentaire pour choisir la meilleure design de conception. On a essayé de modéliser les décisions, mais les décisions chez nous, ça roulait bien. Dans le contexte COVID, on avait des urgences, c'est qu'ils étaient impliqués, la haute autorité, ça a accéléré la réalisation. La liste des parties prenantes, quand on a cartographié les personnes, elle était stable, c'est que même les exigences de cycle de vie étaient stables. On a fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'analyse des interfaces pour s'assurer de l'accessibilité, la simplicité d'utilisation et l'accessibilité, la simplicité et la facilité d'utilisation. En moins de 10 minutes, on pouvait remplir le formulaire et l'envoyer avec les pièces justificatives. On a aussi fait une analyse documentaire des estimés. On a fait beaucoup d'étalonnage avec d'autres provinces, la Colombie-Britannique par exemple. Je n'avais pas accès directement à ces parties prenantes externes. On passait par la direction intergouvernementale. À l'époque, elle était à l'ASHQ, maintenant elle a été transférée en MAMACH. C'est la direction intergouvernementale et des affaires autochtones. C'est eux qui ont fait les activités d'étalonnage, mais avec des questions composées aussi. On a utilisé aussi les leçons apprises au niveau pour la société d'habitation. Voilà, je cède la parole à mon collègue Michel pour vous donner un aperçu de ce qu'on a fait comme travaux et un bilan du projet. Merci. Bonjour à tous. Je vais faire le bilan du projet. Les objectifs généraux étaient le plus gros morceau était le délai à respecter. Comme on était en mode urgence et qu'on voulait aider rapidement les gens à payer leur loyer afin qu'ils conservent une belle relation propriétaire et locataire. Donc, on a eu à développer la prestation dans un temps record et on avait un délai d'environ 6 semaines et ça a été maintenu. Pour réussir à faire ça, on a découpé des phases et pour nous, l'important était de mettre le plus rapidement en ligne le formulaire. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Ensuite de ça, l'équipe de réalisation a été mobilisée et motivée du début jusqu'à la fin du projet. Il n'était pas rare de voir à 1 h, 2 h du matin des gens encore en ligne en train de répondre à des questions pour faire avancer le dossier le lendemain matin.
Donc, tout le monde sentait bien le sentiment d'urgence et l'effet d'aider les gens, je pense que ça a été un élément important là, pour la société et pour le MAMASH de se sentir impliqué envers la population du Québec. Ensuite de ça, bien, c'est ça, on a eu l'impression aussi de vraiment participer avec les citoyens. Et dans cette période difficile, d'être près des gens, je pense que c'est une chose là, qu'on se sent moins tout seul dans notre bulle. Et avec la COVID, en étant tout le monde isolé, c'est un élément ou un sentiment qui était réconfortant. Ensuite de ça, ce qui était important, c'était la récupération des composantes. Donc, lorsqu'on a analysé notre besoin, c'était autant important pour nous d'utiliser des composantes qu'on avait déjà dans notre organisme, au ministère aussi, et à l'intérieur du gouvernement. Donc, on a mis plusieurs intervenants, autant au ministère des Finances qu'au MAMASH, pour être capable de faire les paiements rapidement. On s'est servi des solutions existantes et on a développé des nouvelles solutions aussi pour tenir compte des aspects de sécurité que l'on sait là, pendant la COVID. Là, le gouvernement fédéral a eu plus de difficultés que nous au niveau de la sécurité, mais nous, là, tous ces aspects-là ont été extrêmement importants et on a eu à les décortiquer là, de A jusqu'à Z, je pourrais vous dire. On a traité environ 3400 demandes de citoyens. Pour nous, c'était quand même intéressant et on a eu à faire beaucoup de paiements. Là. C'était motivant aussi là, de voir le workflow là, de travail là, dans ces situations-là. Là, c'est sûr que je parle plus là, de l'utilisation, mais quand on a préparé la solution, bien, c'est ce qu'on visait aussi. Et c'est pour ça que je vous dis qu'autant quand on lui a pensé à faire la solution que quand on l'a utilisé, on était content d'avoir fait un bon travail au préalable. Ensuite de ça, ça nous a permis d'aller chercher un niveau de connaissance qu'on n'avait pas à la société pour faire de la prestation directe aux citoyens sans intermédiaire de mandataire. Et ça fait réfléchir beaucoup notre société dans le sens où pour être capable d'en faire plus, d'aider plus de gens, bien, jusqu'à maintenant, on utilisait beaucoup des intermédiaires, mais on s'aperçoit vite que maintenant, avec la technologie, bien, il est possible plus facilement de rejoindre les clientèles en difficulté là, pour lesquelles nous, on doit travailler. Là. Ensuite de ça, les conditions gagnantes. Pour nous, c'était bien important. Comme on le sait, les gens en difficulté, souvent, c'est une partie de la population un petit peu plus en difficulté au niveau monétaire, mais aussi au niveau des connaissances, même web et tout ça. Donc, nous, on voulait placer le citoyen moyen au centre des préoccupations en matière d'habitation et on voulait qu'il se sente aussi, comment je pourrais vous dire ça, là, accompagné par la solution qu'on avait à développer. Donc, on a tenu compte beaucoup de cet aspect-là pour que notre solution soit bien utilisée. Ensuite de ça, la condition gagnante était l'identification des demandeurs. Donc, on a eu à travailler, on a eu une bonne idée, on savait qu'on avait un locataire et un propriétaire. Donc, on a eu à travailler dans le sens où un pouvait identifier l'autre et inversement aussi. Donc, on a utilisé cette relation-là pour faciliter l'identification. Ensuite de ça, bien aussi, on n'était pas habitué, là, nous, à la société, à travailler avec des technologies plus puissantes, là, comme les technologies de Microsoft. Et le MAMASH, eux, avaient déjà développé ces outils-là. Donc, on a profité de leur expérience technologique avec Azure DevOps et l'info nuagique, le portail Azure, avec aussi des solutions de visioconférence. Là. Le MAMASH avait déjà la solution Teams d'implanter. Et avec Azure, c'était extrêmement facilitant. Donc, je serais rendu, Osman,
à l'autre acétate, qui est le processus. Donc, la première étape du processus était le formulaire. Donc, nous, on avait attendu dès le départ, là, en faisant une moyenne du nombre de locataires au Québec, qu'on aurait peut-être la possibilité d'avoir autour de 150 000 demandes. Donc, il fallait tenir compte d'un volume important. Et vous savez que plusieurs organisations ont eu des difficultés là, à ce niveau-là là, au début de la COVID. Il y avait des blocages de systèmes à cause du fort volume. Donc, nous, c'était un élément là, qui était immédiatement, dès le départ, lorsqu'on a étayé nos besoins, là, on est venu tout de suite régler cette solution-là et on a fait des tests là, pour s'assurer qu'un grand volume de personnes pouvait compléter le formulaire sans créer de problématiques, quelles soient. Ensuite de ça, bien, pour les renseignements confidentiels et les documents qui étaient sous forme de pièces ou de photos, bien, il y avait la sécurité là, à prendre en compte. Là. Autant la sécurité des personnes qui complétaient le formulaire que la sécurité de nos systèmes là, informatiques à la société. Donc, on a eu à développer notre besoin en considérant qu'on ne voulait pas que des virus soient transférés dans les pièces jointes. Donc, ça a été un élément important qu'on a analysé. Puis, comme il y avait quand même du volume de pièces jointes, on parle de 4 pièces jointes qui étaient demandées aux locataires. Donc, il fallait prendre en compte un grand volume de données. Ensuite de ça, la demande, ça l'a bien passé. On n'a pas vraiment eu de problématique lorsqu'on a exécuté la solution. On passait à une étape d'approbation. L'approbation se faisait en 2 étapes. À cause du volume, on a voulu avoir une approbation qui était automatique. Donc, lorsque les documents étaient arrivés à la société, bien, la solution validait que tous les documents étaient présents. Et lorsque cette condition-là était rencontrée, bien, il était acheminé à ce moment-là au propriétaire qui pouvait attester que la personne était bien son locataire. Et à ce moment, comme on l'avait déjà là, pour l'authentification, on en profitait pour qu'il puisse venir inscrire ses informations bancaires afin que le paiement s'en retourne directement au propriétaire du logement sans passer par l'intermédiaire du locataire pour s'assurer que celui-ci ait tous les paiements. Donc, ça, c'était l'étape de 3 à l'étape de 4, qui était ensuite le versement par le ministère des Finances du paiement, justement au locataire qui avait été préalablement, au propriétaire qui avait été préalablement identifié par le locataire. Donc, ça fait une roue qui permet de recevoir la demande et d'aller jusqu'au versement des sommes directement là, à la bonne personne, tout en s'assurant que la somme soit vraiment versée dans le compte de banque de la dite personne qui faisait la demande. Donc, en conclusion, j'aimerais vous remercier de nous avoir écoutés et aussi, on vous invite là, à postuler pour ce prestigieux concours là, pour la prochaine année. Et on est prêt, là, si vous avez des questions, on est prêt à y répondre. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Vas-y, Dominique. Non, j'allais dire la même chose. Vas-y avec c'est une question. Non, en fait, je voulais juste vous remercier. Là, puis là, j'ai quelques questions là, ici que j'ai notées pendant votre conférence. La première question ici, c'est quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées là, dans votre projet? Dans l'avant-projet, par exemple, si je peux commencer, parce que c'est moi qui ai commencé l'avant-projet, c'est plus, chez nous, on n'a pas le modèle d'affaires pour desservir directement le citoyen. On le faisait dans le passé,
Mais maintenant, on n'avait plus les connaissances. C'était ça le plus grand enjeu. Comment on peut déployer une prestation de service quand on n'en a pas le business to consumer. Actuellement, on a juste business to business. C'était ça la plus grosse contrainte qu'on avait. Comment le faire? On n'avait pas l'expertise, que ce soit au niveau juridique, parce qu'on demande beaucoup d'infos personnelles. La PRP, protection renseignement personnel, a joué un grand rôle pour résoudre certaines problématiques. Le plus grand enjeu, c'était ça. Le volet juridique, plus la façon, la mécanique, comment on peut faire une prestation directement aux citoyens. On n'avait pas une solution qu'on pouvait réutiliser. Et dans le contexte COVID, à l'époque, on était en télétravail, on n'avait pas aussi les outils. On parle du mois d'avril, mois de mai 2020. C'est ça. C'était ça la plus l'authentification. Comment s'assurer que vous savez que accès unique, il n'est pas encore installé. ClickSecure, on ne peut pas l'utiliser parce qu'ils ont arrêté le développement. C'est qu'on voulait utiliser un système d'authentification gouvernemental pour s'assurer que c'est le bon récurrent demandeur, il s'agit bien telle personne. On n'avait pas ça, mais on a trouvé d'autres moyens en demandant plusieurs pièces. On voulait valider avec Revenu Québec. Ils n'étaient pas disponibles, ils avaient leurs préoccupations aussi. La Régie du logement, ils n'ont pas un registre tous les baux. Je pensais que tous les baux, ils étaient enregistrés à la Régie du logement, ce n'était pas le cas. C'était ça les difficultés qu'on avait à la phase avant-projet. À la phase conception, on avait aussi des enjeux, mais plus de qu'est-ce qu'on peut demander, plus de règles d'affaires, d'interprétation des normes. On est retourné des fois aux normes pour les modifier. Puis, toujours à chaque fois qu'on modifie les normes, on doit aller au Conseil Trésor pour les valider, pour faciliter le processus et pour le rendre fluide. À la phase de réalisation, je laisserai Michel qui plus était là comme pilote, c'est lui qui répondait à toutes les questions du ministre des Affaires municipales. Et à la réalisation, ce qui était quand même formidable de vivre l'expérience, c'était la suite Azure. Donc, la suite Azure, c'est une suite extrêmement performante et on voit en temps réel la programmation, on voit les storyboards, on voit le tout se faire et on peut intervenir immédiatement pour apporter les correctifs et sans perdre de temps. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est au niveau des essais d'acceptation, c'était facilitant parce qu'on n'avait pas besoin de s'assurer que les informations étaient montées de la façon que les informations étaient montées. C'était plutôt automatique. Azure fait ça automatiquement de monter les changements et les améliorations. Et ce bout-là était vraiment formidable. En plus de tout ça, bien, on a fait beaucoup de tests, là. Je pourrais vous dire que tous les formulaires ont été essayés dans tous les sens, avec tous les caractères qu'on peut imaginer. Même les bonhommes sourires ont servi à tester les formulaires. Donc, ça a très bien été de ce côté-là. Je rajouterai une difficulté à laquelle on ne s'attendait pas, c'est la langue. Parce qu'il y a des lois qui régissent les communications avec les demandeurs anglophones. S'ils demandent en anglais, on doit lui retourner l'information en anglais. S'ils demandent en français, on doit communiquer avec lui. Lorsqu'on a réalisé avec Mamache, on pouvait choisir la langue, mais il n'y avait aucun indicateur. Hein? Oui, il n'y avait aucun indicateur qui mentionnait que telle demande est arrivée en français ou en anglais. Parce que c'est juste le graphisme qu'on change. C'était une règle qu'on ne connaissait pas parce qu'on ne faisait pas directement affaire avec les citoyens. Puis, c'est une leçon à apprendre, que la langue, il faut l'identifier. Si on a reçu une demande en anglais, on doit communiquer avec... c'est qu'on utilisait les deux langues. On communiquait après avec lui avec deux courriels de notification, en français et en anglais.
Merci, Osman. On a une question dans le chat de Mme Beauregard. Voulez-vous l'adresser? Je peux le faire. Dans quelle mesure les personas ont été utiles dans la compréhension des besoins d'affaires et l'élaboration des cas d'utilisation? Je m'adresse à celui qui veut prendre la balle, Osman. À la conception, c'est moi qui avais identifié les parties prenantes. Les premiers temps, les personnages ont été utiles pour déjà monter les scénarios. Chacun jouait son rôle. On devait statuer qui va être le porteur de la sécurité, les données, la PRP, le secrétariat, il ne pouvait pas nous déléguer une personne. C'était notre conseiller en sécurité qui se trouvait à l'ADRI, qui jouait le chapeau de la PRP. C'est qu'on avait ces personnes au moins pour argumenter dans les scénarios qu'on soumettait à la haute direction. C'est que les personnages, ils nous ont aidés déjà à peaufiner nos processus, à les documenter pour avoir des approbations. OK. Puis surtout, l'important, ça a été lorsqu'on a réussi à simplifier le processus. C'était un tableau très complexe. Et quand on est arrivé avec seulement quelques cases, bien là, à ce moment-là, c'était beaucoup plus facilitant. Là. Okay. Oui, mais est-ce que je comprends que vos personas, c'était des représentants des ressources à l'interne? Je pensais que les personas, c'était vraiment monsieur et madame tout le monde, admettons, madame une telle qui loue un logement dans un HLM on les appelle les citoyens. Les citoyens, chez nous, c'est les utilisateurs à l'interne. Les citoyens, on avait un panel, un échantillon, qui faisait des tests. Dans la fiche d'une gestionnaire, elle était locataire, on lui a demandé de compléter, on a pris leur feedback, leur rétroaction, on a apporté des modifications, on retournait, on voyait est-ce que c'est simple. Déjà, c'est accessible. La communication qu'on envoyait, qu'on diffusait dans l'intranet, Internet et tout, elle était lisible. Dans les réseaux sociaux, on pouvait la comprendre pour soumettre une demande sans rejet, minimiser les rejets. Puis, on voyait est-ce que c'est facile d'utilisation. En moins de 10 minutes, il faut que tu complètes ta demande. Surtout avec les périphériques, les téléphones de tablette, tu n'as pas à scanner, on accepte même des photos, un bail, pièce d'identité. Et pour la facilité, on voyait est-ce que la langue, les termes qu'on utilisait, la sémantique, vous savez, nous, quand on fait les modèles, on écrivait ce qui nous passe sur la tête, alors qu'il y avait certains mots qui étaient sujets à de l'interprétation. Les affaires juridiques, ils ont jeté un coup d'œil. Les communications aussi, ils l'ont peaufiné pour le rendre plus digeste, les termes qu'on utilise. Surtout, moi, mes langages, mes mots que j'utilisais, des fois, c'est d'une autre culture. Ce n'est pas les mêmes. C'est que des fois, les communications nous aidaient beaucoup à peaufiner les termes qu'on utilise. Puis, ça nous a permis aussi là, de tenir compte des générations. Là, donc, les gens de différentes générations, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas la même façon de remplir le formulaire. Les jeunes, fallait que la question soit qu'ils la lisent en 3 secondes. Et il ne fallait pas qu'elle soit trop longue. Et le téléphone servait à profusion pour faire les photos des pièces. Alors que les personnes de plus âgées, bien, eux, on avait fait un pré-formulaire, les identifiant de quelle manière ils pouvaient sauvegarder sur leur poste les documents et les rendre disponibles lors de la production du formulaire, d'être prêts avant de commencer. Donc, on s'est aperçu que de cette manière-là, on les rejoignait mieux et on s'est aperçu qu'on avait négligé une certaine partie de la population, des gens qui n'avaient pas d'ordinateur. On a quand même réussi à les orienter vers leurs amis, mais avec la COVID, c'était quand même problématique. Donc, on a fallu faire des formulaires papier pour certains types de populations qui n'avaient pas accès à des ordinateurs. Donc, toutes ces consultations-là ont permis de raffiner, si on veut, la solution. Là. Merci infiniment.
En fait, Bien. juste pour vous dire, le processus papier, on ne l'envisageait pas au début avec la COVID. Mais à la fin, on a su que c'était une obligation d'offrir un autre canal autre que le numérique. On était obligé un bout d'un processus de le rendre à papier pour au moins le côté locataire. Merci. Merci. C'est intéressant, puis on comprend bien toute la complexité du projet. Maintenant, il y a un volet que je n'ai pas entendu, puis que j'imagine que vous avez été touché par ça. Comme tout bon projet, il devait être dû pour hier, puis dans le contexte encore plus, là, ça devait être assez urgent comme besoin. Alors, vous avez dû jongler avec un timeline très, très précis, j'imagine. Michel, il vous l'a dit, on s'est changé des courriels à 2h, 3h du matin. Juste pour vous dire, au moins parce que le ministère des Affaires municipales, il a mobilisé des ressources pour développer vite, surtout des consultants. Ils devaient avoir la job le matin. À 8h, ils rentrent au bureau, ils doivent déjà trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre du tableau. C'est une équipe de combien au total pour mener ça à terme? Michel, si tu peux me corriger, à peu près 8 au Oui. ministère. Oui. Oui, entre 8 et 10, il y avait quelques personnes qui rentraient et sortaient selon leur spécialité, mais il y avait un noyau ferme là, de 8 personnes environ. Et puis, nous ne pouvons pas négliger vraiment l'apport du ministère des Affaires municipales. C'est pour le développement, parce que de notre côté, en fait, c'était de mon côté, on n'avait vraiment pas de capacité pour réaliser cette prestation de service-là. Donc, il a été d'un grand apport, le MAMACH a été d'un grand apport pour nous. On remercie M. Goulet, Sylvain Goulet, qu'on a pu remercier avec la présentation IBA. Aussi, l'architecte de solution, comment il s'appelle? Est-ce que tu peux m'aider, Michel? Oui, attends un petit peu. Parce qu'il nous a vraiment aidé. J'ai pas la mémoire des Les noms. storyboards et tout, c'est lui qui les a complétés. Et travaillait de soir tout le temps avec nous. Généralement, notre horaire, ça finissait presque souvent à 11h à minuit. Voyons, je l'ai sur le bout de la langue. Excusez-moi, ça va me revenir. OK. Il y avait une autre question, je crois. Oui, mais Vas-y. c'est Annie, c'est ça? Annie, est-ce que c'est de tantôt ou c'est pour maintenant? Excuse. Oui, j'essaie de me démêler avec mes bonhommes. Je m'excuse, Zoom, ce n'est pas une plateforme qu'on utilise dans le cadre de notre travail. On est plus avec Teams. Alors là, j'ai des réflexes qui ne sont pas nécessairement bien coordonnés. Dites-moi, est-ce que ça va être une solution que vous allez faire évoluer? Est-ce que ça va être une solution pérenne qui va s'inscrire dans votre carnet de produits et puis qui va devenir là, la solution ou en tout cas l'une des solutions premières là, de la SHQ? Comme je vous ai expliqué, la SHQ, il n'a pas développé beaucoup de modèles d'affaires qui desservent directement les citoyens. C'est toujours via des prestataires comme Revenu Québec qui fait le programme allocation logement, PAL, les offices d'habitation que vous connaissez qui gèrent les HLM, les logements communautaires, c'est les organisations sans but lucratif, les coops et tout. Les programmes d'adaptation de domicile, des fois, c'est des municipalités via une gestion déléguée. Des fois, directement, c'est la SHQ. La ministre, elle voulait créer des parcours rapides pour les personnes à mobilité réduite. C'est les seuls qu'on fait directement aux citoyens, mais juste 2 volets sur 3. C'est qu'on n'a pas beaucoup d'expérience dans le modèle d'affaires pour desservir les citoyens. Si on fait des nouveaux programmes, si on veut développer de nouveaux, on peut les réutiliser. Mais le MAMACH, surtout, ils étaient contents de l'avoir parce qu'ils peuvent le réutiliser. C'est eux qui ont plus l'environnement .NET, DevOps, nous on est plus en appel.
Et aussi, leur modèle d'affaires, ils travaillent beaucoup avec les villes, les municipalités. Ils veulent développer une prestation citoyenne. Ils ont déjà le moule, ils ont la mécanique, par exemple l'authentification, le caractère CAPTCHA, ce n'est pas un robot, l'analyse des virus, les services qu'il faut utiliser pour développer une PES. Ils l'ont déjà. OK, mais ça ne sera pas une application dans ce cas-là sur laquelle vous allez capitaliser dorénavant ou qui pourrait faire des petits, là. Au niveau de la société d'habitation, non. Sauf si on décide de réactiver le programme, on a importé toute la documentation, on peut mettre en œuvre chez nous maintenant rapidement une prestation de service. Merci. Parce qu'on sait comment ça va. Ouais. Et donc, dans le fond, c'est utilisable dans des événements spéciaux. Oui. Comme par exemple la COVID, c'est un événement spécial. En espérant que ce soit la seule et unique fois. Oui. Mais en fait, on a des programmes d'urgence, comme par exemple les inondations, Saint-Martin-sur-le-Lac. On a plusieurs programmes d'urgence. Une catastrophe, un tremblement de terre, on déploie des mesures d'urgence. Bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi l'audience? Ben non, ça me surprend qu'il n'y ait pas de questions. Il y a toujours des questions, des bonnes questions. S'il n'y a pas... oui, tu t'es démuté, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, je me retenais. OK, vas-y. Je me posais la question, pourquoi on n'avait pas utilisé les mêmes processus que pour le versement? En fait, parce que peut-être j'ai mal suivi, mais pourquoi on ne pouvait pas utiliser les mêmes processus qu'on utilise pour le versement dans les processus courants? En cas d'urgence, c'est parce qu'on était en situation d'urgence. Donc, pourquoi on devait créer un nouveau processus? C'était ça, ma bonne question. Oui. Donc, à la société, on fait beaucoup de la garantie de prêt puis de la subvention. Et on n'a pas l'occasion de faire beaucoup de prêts. Et là, c'est du prêt direct. Donc, on n'avait pas de module pour faire du prêt direct. C'est un prêt direct au propriétaire, si j'ai bien compris, hein, c'est ça. L'argent allait au propriétaire. L'argent allait au propriétaire, mais avec on une prêtait au locataire. Une relation au locataire. Okay. Absolument. OK, bien compris. Même aussi, nos systèmes, ils ne sont pas faits pour verser l'argent directement aux citoyens. Parce qu'on utilise le financier Oracle, qui est l'équivalent de Sagir. Le financier Oracle, il considère les fournisseurs comme clients, on paye des fournisseurs, alors que généralement, c'est des organismes, les mandataires. On n'a pas une base de données citoyenne pour leur payer. En plus, on a aussi une capacité, on ne peut pas faire plusieurs paiements au niveau de notre comptabilité, on était déjà à la maison. S'ils pouvaient le faire, ils l'auraient fait par paiement par chèque. Ce qu'on ne voulait pas à l'époque. Vous ne vouliez pas, avoir à gérer. Oui, ils voulaient aussi ne pas être au bureau. On ne pouvait pas. C'était une loi, on ne pouvait pas. Okay. Beaucoup de contraintes dans le projet. Oui, exact. C'est créé à partir de contraintes. Ben, bravo. Merci, Manon. Osman, Michel et Assem, je vous remercie pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant. Et pour une dernière fois, félicitations, puisqu'on est rendu en 2022. Félicitations pour votre prix 2021. On est rendu en 2022. J'espère que vous allez donner le goût à certains de participer l'année prochaine. C'est un plaisir de vous avoir. Voilà. Est-ce que tu aurais un mot pour clore tout ça, Manon? En fait, vous avez fait la démonstration avec la présentation de ce soir, comment l'analyse d'affaires peut... la réflexion, le mindset, en fait, d'analyse d'affaires peut amener rapidement une solution. Vous l'avez démontré, votre projet, votre dossier, comme vous l'avez déposé, était extrêmement bien reçu par le jury, d'ailleurs, et on avait notre collègue Paul-Emmanuel qui était sur le jury. Et vous vous êtes distingué. On était très fiers que vous soyez de la région de Québec, en passant. On est toujours très fiers. On est un peu chauvin. Puis ça nous a fait extrêmement plaisir. Alors, que vous soyez nominé, que vous acceptiez ce soir de venir présenter. C'est toujours... c'est intéressant d'être dans les concepts, mais dans l'application, c'est encore
c'est encore plus porteur pour nous, là, pour la pratique. Alors, merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci aux participants aussi. Alors, ceux qui voudraient rester pour débriefer, pour réseauter, n'hésitez pas. Sinon, on vous souhaite une excellente